Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 9. Dans l'extrême peur, on s'enfonce de plus en plus dans le sentiment bearish. Le Social Index toujours bloqué sur Up et le Market Order Flow en recherche de vente modérée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver un giveaway des NFT des miniatures de Zap Crypto tous les soirs sur Twitter et me retrouver en live sur Twitch pour le tirage au sort. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Il s'agit du premier week-end après l'énorme volatilité qu'on a pu voir à travers toute la semaine qui vient de s'écouler. Du coup, en entrant dans la période du week-end où on a davantage de liquidités disponibles, eh bien je m'attends à ce que les gros teneurs de marché ne fassent pas mal de tests dans de nouvelles positions. Ils vont tenter les pegs, les ratios de pool, ils vont chasser les positions à levier, les taux perpétuels. On va avoir pas mal de PVP ce week-end, donc assurez-vous de ne pas trop utiliser de levier pour les prochains jours. Je pense qu'on va voir sortir toutes les whales, on va voir des choses se passer ce week-end, et c'est également ce que pense d'ailleurs Adam Cochrane, qui est un type super intelligent. On a aussi Chris Burniske qui nous dit « Attendez de voir la rédemption des fonds de crypto qui commencent à prendre effet », ou alors que les actifs qui sont stakés passent leur date limite et soient vendus, ou alors que les nouveaux arrivants dans les NFT ne prennent peur et vendent leur art pour de l'Ethereum et ensuite leur Ethereum pour des dollars, ou même encore que le prochain Ponzi ne s'effondre, ou alors qu'une grande compagnie déclare faillite, ou alors. On a vraiment différentes raisons ici pour lesquelles on va continuer à voir le Bitcoin subir énormément de pression et voir de la volatilité, et les cryptos aussi par la même occasion forcément, et ce durant les quelques prochaines semaines. Il va falloir qu'on se prépare pour tout ça, mais aussi bien sûr ce week-end, il faut qu'on s'attende à voir tous ces gens, toutes les whales, tous les teneurs de marché qui vont tenter de tirer profit de la situation actuelle. Donc soyez prudents durant cette période les gars, vraiment faites attention, ne soyez pas trop exposés, et ce même si aujourd'hui on a quelques cryptos qui remontent, même si, vous l'avez vu, Terra leur fait un peu d'ombre évidemment, mais ouais, n'oubliez pas qu'on n'est pas sauvé pour autant. Et si je vous disais que les 25 000 $, la chute dernièrement qu'on a connue n'était que du pipi de chat, de la cacahuète, du scrogneux par rapport à ce qu'on va connaître vraiment beaucoup plus puissamment. On va regarder dans cette vidéo parce que vous le voyez à l'écran et je vais le nommer en français pour que ce soit très parlant pour les francophones. On voit un croisement de la mort, c'est-à-dire une death cross. Le mot mort devrait plus vous parler que le mot death. Et clairement, c'est vraiment ça. On n'hésite pas à utiliser ce mot-là en français pour le faire comprendre de tous. Death cross, c'est vraiment ça. C'est vraiment un croisement malheureusement qui apporte entre guillemets, une mauvaise nouvelle, étant donné que pour certains, ça serait une bonne nouvelle d'acheter du BTC moins cher, bien entendu, mais pour d'autres qui ont acheté peut-être le top à, je sais pas, 50 000, 60 000, 70 000 quasiment, peut-être qu'ils se disent, ben mince, maintenant je suis en train de tout perdre, j'ai mis toutes mes économies et ça part, je sais pas où, dans les tréfonds des abysses. Donc on va regarder ça. Bien entendu, par rapport aux données, par rapport aux data, l'émotion, on s'en fout, d'accord, de vouloir savoir si ça va monter ou descendre. On regarde qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu ce fameux death cross, à chaque fois en français qu'il y a eu ce fameux croisement de la mort. On va regarder ça maintenant. Vous le voyez, on est à quelques pixels près, à quelques jours près de ce croisement-là. Il n'est pas encore effectué. Je vais zoomer dessus pour montrer qu'on y est quasiment, d'accord? Peut-être que parce que le croisement, donc en time frame 3 jours, se termine, me semble, dans 1 jour et 15 heures. Donc d'ici peu de temps, finalement, on aura une réponse. Et on la voit, d'accord? On sait déjà, en faisant ça de manière très simple, up ceci et ceci, que le croisement aura lieu, mine de rien. Et quand il y a ce croisement-là, comme dit, non émotionnel, on s'en fout de « oui, mais c'est un peu différent cette année-ci par rapport à avant ». Ça, c'est tout ce que vous voulez vous trouver comme excuse pour que ça soit bull ou pour que ça soit bear. On ne regarde pas, d'accord? Pas d'interprétation de « je veux que ça soit bear » ou que ça soit bull. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce croisement? Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce death cross? Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce fameux croisement de la mort? Alors, on retourne dans le passé. On reste sur la même time frame, bien entendu, en 3 daily. À ce moment-là, on retourne sur le crash qui a eu lieu. Vous le savez, en année de 2018 et qui s'est étendu sur l'année de 2019, quasiment avec une consolidation à l'horizontale plus qu'ennuyeuse. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Même chose. Ici, vous avez la death cross qui est indiquée en bleu. D'accord? Vous voyez ici, clairement, on avait le cours qui consolidait encore une fois sur les 5 900, 6 000 $, death cross et quasiment à la perfection lors de la death cross, réaction baissière phénoménale. Et boum, c'est fini. Alors, le Bitcoin en vue semaine, toujours dans son range, vous le voyez ici. J'ai redessiné un tout petit peu le bas du range parce qu'en fait, au vu des points de contact et comment ça réagit, ici on avait un point de contact là, un point de contact là, et donc là on voit que le cours réagit parfaitement par rapport à ces points de contact. Donc en fait, en réalité, le bas du range c'était plutôt ici, 29 373 $. Donc, en vue semaine, regardez, on est sur du range. Pour l'instant, on continue parfaitement la latéralisation, parce que je rappelle, un range, c'est une zone dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier.
On est juste dans une tendance latérale. Donc pour l'instant, en réalité, le range n'est pas encore cassé. On a essayé de casser le range avec cette mèche qui est là, mais pour l'instant, le range, il n'est pas cassé. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, il faut faire attention parce que vous le savez, demain soir, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, il va y avoir la clôture semaine. Et du coup, la clôture semaine, elle va être assez déterminante. Parce que si on casse le range en vue semaine, bah ouais, ça sera pour annoncer sûrement un crash les prochaines semaines. Ça sentira pas bon. Maintenant, là, pour l'instant, on est encore bon. Vous le savez, quand on est en bas du range, même si c'est une zone un peu flippante, mais on a déjà connu ça ici. On était en bas du range, on a fait des mèches en dessous. Là, ici aussi, on était en bas, on a fait des mèches en dessous, mais on n'avait pas cassé. Et donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On fait des mèches pour faire peur à tout le monde, pour essayer de sortir un maximum de personnes. Et si jamais on arrive à rebondir sur le bas du range, dans les prochaines semaines, ça voudra dire que potentiellement, on pourra aller chercher le haut du range, parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Ici, c'est ce qui s'est passé, on était en bas, on a été chercher le haut. Ici, on était en bas, on a été chercher le haut. Donc, on est là, on est vraiment sur la zone qui tout double. Cet indicateur du sentiment de marché qui nous a toujours prouvé son bon fonctionnement, en tout cas depuis ces derniers mois. Donc à ce niveau-là, si on a plus de vendeurs, eh bien je verrais bien le Bitcoin annuler ce retest pour repartir à la hausse, aller chercher les 50 000, etc., 50 000 $, etc. Tandis que si ici on a une inversion, c'est-à-dire on a trop de confiance, les gens ils se disent ok, c'est pas un retracement qu'on a là, c'est une nouvelle tendance haussière qui démarre, et bien à ce moment-là il y en aura peut-être trop des acheteurs, et donc qui dit trop d'acheteurs, qui dit dans la logique fondamentale, trop de personnes, donc trop d'argent plutôt à aller liquider au sud, et donc le Bitcoin pourrait continuer sa chute, et ce scénario présenté juste ici avec la Smart Money Concept serait validé. Et l'AMA 100 qui signe, comme on l'avait déjà démontré, vraiment la fin absolue avec la ligne de régression du bull run, d'accord. Donc c'est toujours absolument la même chose, EMA 100 régression cassée, et on arrive vraiment sur la période de capitulation, d'accord. Donc même chose ici, EMA 100 régression cassée, et on arrive sur la période de capitulation. Donc là c'est toujours encore une fois la même chose. On avait dit tout simplement que à la cassure du seuil fort ici des 30 000, de la EMA 100, de la régression et de tous les autres indicateurs, on arriverait probablement sur cette grosse zone de capitulation. Donc c'est toujours la même chose au niveau des cycles Bitcoin. Est-ce que ça suit le plan jusqu'ici? On peut dire que c'est une grande réussite par rapport à tout ce qui a été dit dans les dernières vidéos. Est-ce qu'on a déjà capitulé? A priori non, et ça c'est vraiment une des choses qu'on va essayer de démontrer dans cette vidéo. Est-ce qu'on va descendre encore, ou est-ce qu'on rebondit à partir de maintenant? Ça aussi c'est une grosse question à laquelle on va essayer de donner des éléments de réponse. On est maintenant ici sur le Glassnode. Les adresses à plus de 10 000 bitcoins, c'est tout simplement les baleines à boss. Est-ce qu'elles augmentent ou diminuent? Vous comprenez bien que si elles augmentent, ça veut dire que les plus gros accumulent. En l'occurrence, là, elles ont diminué avant-hier. Elles ont réaugmenté, et là, on est à nouveau en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on est passé de 95 à 93 baleines à boss, c'est-à-dire des adresses à plus de 10 000 bitcoins. Les adresses à plus de 1000 bitcoins qui sont en totale distribution ici. Donc ça c'est important à comprendre, c'est-à-dire que là on suit réellement les niveaux de prix pour les adresses à plus de 1000 bitcoins et les adresses à plus de 100 bitcoins qui sont en légère augmentation, assez peu de distribution, et les adresses à plus de 10 bitcoins, donc là on va en diminuant, qui sont légèrement en train de distribuer également. Donc ça c'est important à comprendre. Est-ce qu'on a eu des nouvelles capitulations dernièrement? C'est ce qu'on va voir avec le Net Realized Profit. Eh bien oui, enfin ça je vous l'expliquais aussi. Bon là on est en train de repasser on a toujours des bitcoins aujourd'hui qui sont vendus à perte à raison de 1 525 000. Ici on avait des 2 milliards, ici on avait 2 milliards 5, ici on avait 1 milliard 2. Donc en tout sur ces tout derniers jours on a quand même un sell-off qui se met en place de capitulation et qui nous dit un sell-off, c'est-à-dire une vente une vente impressionnante, une grosse vente, une vente conséquente qui se met en place, et on est aujourd'hui, je dirais, à hauteur de 6 ou 7 milliards, ne serait-ce que sur la semaine dernière. Donc des gens qui vendent à perte leur Bitcoin la semaine dernière dans des proportions autour de 6 milliards. Côté Ethereum, toujours très intéressant, parce qu'on n'est pas venu chercher les présents dans l'eau par rapport à Bitcoin, donc peut-être une meilleure forme de résilience. Beaucoup s'attendent et s'attardent à dire il faut absolument qu'on y aille, il faut absolument qu'on y aille. C'est pas une obligation.
Ce n'est jamais une obligation. S'il y a des personnes qui sont convaincues que ça doit y aller, très probablement qu'ils appuient plus fort sur la tête. Le marché ira chercher cette liquidité. Ils le savent, les market makers, les échangeurs savent en fait où sont positionnés les ordres, ce que vous avez et ce que vous faites. Donc ils vont chercher là où ça fait mal le plus fort possible. Et ils ont un truc chez eux, c'est le taux de financement. Je vous le redis souvent, ils s'en fichent. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est des ranges. Et si aujourd'hui le marché est 80% en range et 20% en tendance, ou 20% en tendance baissière, c'est bien parce qu'ils se gavent à aller chercher en fait des énormes poches de liquidité. Pile, ils gagnent, face, ils gagnent aussi, rassurez-vous. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on sera du bon côté du trade? Donc on attend des confirmations, certains diront des breakouts ou des faux breakouts qui permettent de réintégrer très vite et pour aller chercher en bas. Ok, on joue avec les setups qu'on connaît et qui nous permettent de supprimer toute forme d'émotivité sur les marchés, pour les traders, évidemment. Donc faites très attention, je suis plutôt investisseur et j'attendrai de jolies confirmations. Parce que je les joue, ces confirmations, mais je ne joue pas des confirmations minutes, je joue des confirmations en weekly à partir de maintenant. C'était super important. Si on prend rapidement le DXY, on peut voir qu'il est strong comme jamais, qu'il n'a pas été sur ces niveaux depuis très très longtemps. La dernière fois qu'il était sur ces niveaux, c'était en 2002. Donc vous voyez un peu à quel point le dollar est fort, et je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les chandeliers japonais, qui est donc aujourd'hui le modèle de représentation le plus répandu et le plus utilisé aujourd'hui par les traders. Donc concrètement, aujourd'hui, pourquoi ce modèle est préféré par les traders par rapport à d'autres modèles? Tout d'abord parce que le code couleur nous permet déjà de visualiser le sens du prix. Donc par exemple, lorsqu'une bougie est verte, on voit directement que le prix évolue vers le haut, et lorsque le prix est rouge, il évolue vers le bas. Donc au premier regard, on peut déjà comprendre la direction du prix. Donc en plus du système de couleurs, ce modèle de représentation, à savoir les chandeliers japonais, nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans un laps de temps, et donc nous donne énormément d'informations. En plus de ces informations, on peut en tirer des psychologies. On peut comprendre si le prix a justement poussé d'un coup et a terminé justement une certaine période à un certain prix, ou si justement il a visité de nombreux prix et qu'au final il a clôturé un certain niveau. Donc ça nous permet de comprendre si un mouvement est franc ou non, et surtout les prix qu'il a visités pendant ce laps de temps. Donc au final, contrairement à par exemple un modèle de représentation comme le line, eh bien en fait le chandelier japonais nous raconte une histoire et résume cette histoire tout simplement en une bougie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut voir que en graphic line, donc juste on affiche une ligne, eh bien le prix évolue longuement, et contrairement à un chandelier japonais où on peut voir justement juste une bougie qui récapitule tout ce qui s'est passé. Donc là où le prix a ouvert, là où le prix a clôturé, donc terminé cette période-là, et tous les prix qu'il a pu visiter pendant cette période de temps. Donc concrètement, on peut voir si on a eu un mouvement franc ou non sur le prix, ou justement si on a une longue hésitation et si le prix a largement oscillé pendant ce laps de temps. Donc maintenant que vous comprenez un petit peu mieux ce modèle de représentation graphique et notamment pourquoi les traders l'utilisent, on va décortiquer ensemble l'anatomie d'une bougie pour que vous puissiez enfin comprendre en détail comment elles sont utilisées, pourquoi les utiliser et ne manquer aucune information qui sont justement fournies par ces bougies-là. Là, donc ça c'est un tweet de Grégory Roman qui explique que le patrimoine donc des grosses fortunes en 2022 ont chuté complètement. Et en plus je vous en ai parlé dans, je crois que c'était hier ou avant-hier. Et du coup là on a des chiffres un peu plus précis. Alors faites attention, à chaque fois c'était des gains latents et des pertes latentes. S'ils n'ont pas vendu, ils sont ok, ils vont vite récupérer leur denier comme on dit. Donc Brian Armstrong donc qui est passé de 13,7 milliards à 2,2. Ensuite Novo donc Gratz qui est passé de 8,5 à 2,5, c'est n'importe quoi. CZ de Binance, 96 milliards à 11,6. Ah bah en même temps normal avec tout ce qu'il a dans les cryptos, tout ce qu'il a dans le BNB surtout aussi. Ensuite Tyler et Cameron de 4 milliards à 2,2. Et SBF, le patron de FTX, qui est passé de 23 milliards à 11,6. Donc là, on a un patron de FTX, patron de Binance, patron de... En fait, c'est tous les grands patrons, quoi. Le patron de Coinbase. Et voilà, bien sûr, ils sont à fond dans les cryptos. Du coup, ils se sont fait éclater. Mais bon, il n'y a pas que. Les plus grandes fortunes aussi, tout ce qui est Elon Musk, tout ce qui est Jeff Bezos, etc. Ils ont pris très cher parce qu'ils sont aussi très impliqués dans les actions. Et pendant ce temps, on a les institutionnels qui continuent d'accumuler des BTC avec aujourd'hui Purpose Investment, un fonds canadien négocié en bourse qui a acheté la somme démentielle de 6900 BTC. Et pour rappel, Purpose Investment est le premier fonds à avoir lancé en février 2021 un ETF Bitcoin Spot qui est directement adossé au prix du BTC et qui permet aux institutionnels de s'exposer à la reine des cryptos sans avoir à acheter l'actif de base.
Et maintenant faisons un petit résumé. On a eu ces derniers jours le Salvador qui a acheté 500 BTC, Ark Invest qui a acheté pour 3 millions d'actions de Coinbase, Sam Bankman-Fried qui a acheté 56 millions de dollars d'actions de Robinhood, et maintenant c'est Purpose Investment qui achète 6900 BTC. Bref, ici on voit que les institutionnels commencent à repasser à l'achat, et il se pourrait bien que le plus gros du crash soit derrière nous, et que l'on rentre désormais dans une phase d'accumulation sur les cryptos et les marchés traditionnels. Mais attention, je précise que rien n'est jamais sûr, et surtout en ce moment avec le resserrement monétaire de la Fed et tout ce qui peut dérailler actuellement dans le monde, on n'est pas à l'abri que le Bitcoin, les cryptos et les marchés traditionnels continuent à plonger. Il faut savoir aussi qu'il y a plein de protocoles qui ont perdu de l'argent à cause du Luna, à cause en fait de l'oracle de Chainlink qui indique le prix du Luna. En fait, Chainlink a arrêté de mettre à jour l'oracle, ils sont restés à 0,10$ alors que le Luna valait beaucoup moins. Et il y a certains protocoles de finance décentralisés qui se sont pris le prix de 0,1$ pour le prix du Luna, alors que c'était absolument pas le cas. Et il y a des gens qui ont réussi, on va dire, à emprunter sur leur Luna, à vider les protocoles et à se faire beaucoup d'argent à cause de cette vulnérabilité. Donc Chainlink dit oui, on a stoppé, mais les protocoles auraient dû vérifier la date qui est fournie au sein de l'oracle. Là, les protocoles l'ont pas fait. Et voilà, en tout cas, il y a eu une perte pour un certain nombre de protocoles. On peut citer Bliss Finance qui a perdu de l'argent sur le sujet, un protocole sur Avalanche. Ensuite, Cardashift qui lance son Launchpad et sa première sélection de projets à impact. Le batch Genesis, très intéressant. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois. J'ai refait un petit RT, je crois, de Cardashift. Et je vais en reparler sur Twitter, je pense, dans les prochaines semaines parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'étais rentré personnellement sur leur private sale au niveau du CLAP, si je ne me trompe pas, le CLAP token. Et du coup, je vais voir ce que ça donne. Il va y avoir des beaux listings à ce qui paraît. Donc voilà, on verra dans les prochaines semaines si ça a bien se rouler. On débute les actualités du vendredi avec Elon Musk qui a mis en pause les négociations de rachat de Twitter. A savoir que depuis les annonces de rachat de la plateforme, on avait peu d'informations, à part que d'autres compagnies comme Binance avaient participé au rachat, et des rumeurs qui disaient qu'il pourrait devenir temporairement le CEO de la compagnie. Et aujourd'hui, le loup sort des bois pour annoncer que l'accord est temporairement suspendu, en attendant d'avoir plus de détails sur un calcul qui démontre que le nombre de faux comptes servant au spam représenterait au final moins de 5% des utilisateurs. Et suite à ces déclarations, l'action en bourse de Twitter a chuté de 19%, et peu après ces déclarations, il a retweeté un nouveau message où il disait qu'il était toujours engagé dans cette acquisition. Donc ici on voit que le feuilleton Twitter Elon Musk continue avec des rebondissements, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Au niveau de la Google Trend aussi, très intéressant comme indicateur, rappelez-vous Google Trend qui mesure un peu, je dirais, le degré d'intérêt des particuliers. En gros, c'est le nombre de recherches qui est effectué sur Google avec le mot Bitcoin. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut voir du coup plus ou moins quand les gens recherchent beaucoup Bitcoin et quand ils le recherchent beaucoup moins. Et on voit du coup quand les particuliers s'intéressent ou pas aux cryptos et un peu l'euphorie qu'on a sur les cryptos. Voilà, peut venir en fait quand le marché monte. Donc quand le marché monte en général, qu'on a vu ici en 2017 ou avril-mai, vous voyez, quand le marché faisait que monter, on a eu beaucoup d'intérêt. Mais on a aussi pas mal d'intérêt quand on a des crashs. Vous voyez, comme on a eu ici en décembre, qu'on a eu ici plus récemment, il me semble que c'était février ou mars, et comment on l'a actuellement aussi au niveau de mai. Et du coup, comme j'explique ici, en fait, l'intérêt de Google Trend qui bondit à court terme à cause du crash, ou grâce au crash plutôt. Après, si on commence à range, ça va être le calme plat sur les réseaux et la chute de la Google Trend. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire comme ici, si vous voulez, ça va être très plat. Ça risque même de descendre, vous voyez, on risque de faire un top ici, hop, de descendre et de trouver un bottom par là et ensuite de ranger. Et là, il y a vraiment avoir beaucoup moins de monde. Encore, je pense qu'on aura toujours un peu plus de monde que ce qu'on a eu entre 2018 et 2020 parce que là, c'était vraiment calme. Mais en tout cas, on aura beaucoup moins de monde que ce qu'on a pu avoir voilà, au niveau de 2021. Après, encore une fois, ça dépend du marché. Si inversement, le marché nous fait un vrai bottom, il repart directement à la hausse. Là, je pense qu'on aura plus d'intérêt au niveau de la Google Trend. David Marcus, c'est l'ancien responsable de tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie chez Facebook. Il était notamment à la tête de Libra et de Diem, enfin bon, toute la crypto de Facebook qui n'a jamais vu le jour. Il a travaillé de nombreuses années sur ça. Il a quitté Facebook là dernièrement pour se consacrer, on le savait, aux crypto-monnaies, mais on savait pas exactement quoi. Et ben, il vient de dévoiler sa nouvelle startup qui va être autour du Bitcoin et du réseau Lightning, donc solution de niveau 2 sur le réseau Bitcoin pour permettre des frais de transaction beaucoup plus faibles. Il a dévoilé être soutenu par des investisseurs de renom dans le monde de la finance et de la crypto décentralisée. Anderson Horowitz et Paradigm, c'est vraiment des très très gros investisseurs. Et leur objectif, en fait, l'objectif de David Marcus, ça sera de développer l'écosystème du Bitcoin en développant plein de choses autour de cet écosystème et du Lightning. Donc c'est un peu, je pense, on peut s'attendre à voir des choses comme ce que propose Stacks actuellement sur le réseau Bitcoin, enfin lié au réseau Bitcoin. Ils vont sûrement faire une blockchain à part ou lié au réseau Bitcoin pour permettre par exemple de faire de la finance décentralisée ou d'autres choses. On ne sait pas exactement, mais on sait que ça tourne autour du Bitcoin et c'est intéressant de voir que
qu'il y a toujours des gens qui pensent que le Bitcoin, ça reste l'élément central de la crypto-monnaie, qu'il faut plus essayer de construire des choses autour de Bitcoin que d'aller sur d'autres protocoles tels que Ethereum ou d'autres. Moi, mon avis personnel, c'est que le Bitcoin reste quand même assez limité et que si on veut construire des choses autour du Bitcoin, il y a forcément besoin de rajouter en fait des couches centralisées autour du Bitcoin, et dans ce cas-là, autant faire ça sur un protocole plutôt complètement décentralisé comme Ethereum ou comme au moins d'autres protocoles qui se veulent décentraliser. Mais j'ai du mal à voir comment ils vont faire pour améliorer, construire trop de choses autour du Bitcoin, sauf si ça reste des choses assez simples en lien avec les paiements. Les paiements, les paiements ou le transfert de valeur, ça le Bitcoin le fait très bien. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.